C'est un peu... on pourrait voir le marché mondial de l'énergie, non pas comme une immense bourse bruyante, tu sais, un endroit complètement ouvert. Ouais, où n'importe qui, avec un portefeuille bien garni, peut entrer et se servir. Exactement. Mais plutôt comme un club extrêmement privé. Un établissement de haute sécurité, en fait. Avec un videur particulièrement strict à l'entrée. C'est tout à fait ça. Historiquement, dans l'économie mondiale, pour entrer dans ce genre de club et obtenir des ressources vitales, du gaz, du pétrole, il suffisait généralement de montrer patte blanche financièrement. L'argent parlait, quoi. Voilà, l'argent, ou alors un besoin urgent et avéré en énergie, c'était le ticket d'entrée par excellence. Les affaires restaient les affaires, on laissait la politique au vestiaire. Sauf que les règles ont complètement changé aujourd'hui. Et c'est justement pour ça qu'on se retrouve pour cette nouvelle plongée au cœur de l'actualité. On va explorer des documents stratégiques récents qui théorisent ce qu'on appelle la souveraineté énergétique. Un terme qui pèse lourd, ouais. Très lourd. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'Algérie, en tout cas selon ses textes spécifiques, a décidé de transformer ses immenses réserves d'hydrocarbures en une véritable arme diplomatique. Et même un outil de filtrage idéologique totalement assumé. Bon, décortiquant tout ça, ton avis sur cette analogie du club privé pour commencer? Disons que l'analogie fonctionne jusqu'à un certain point, mais elle masque une réalité bien plus rude sur le terrain, en fait. Ce n'est pas juste du snobisme ou un caprice de la part d'un pays producteur. C'est plus profond que ça. Ah oui, c'est une question de survie stratégique. Ce que l'on observe à travers les documents qu'on analyse aujourd'hui, c'est vraiment la fin d'une ère. On passe d'une dynamique purement transactionnelle. Un client qui paie, un fournisseur qui livre, basiquement. Voilà, on passe de ça à la construction d'une alliance stratégique lourdement conditionnelle. Et le texte montre très clairement que cette refonte totale des règles du jeu, elle cible en premier lieu les grands partenaires historiques. Notamment en Europe et en Amérique, c'est bien ça. Exactement. Ces mêmes pays qui avaient l'habitude de, séparer très soigneusement leurs achats d'énergie de leur position diplomatique sur la scène internationale. Et c'est justement cette séparation qui semble désormais interdite si on lit bien les sources. Le document entre directement dans le vif du sujet en s'appuyant sur les orientations au plus haut sommet de l'État algérien. Ouais, il ne fait pas dans la demi-mesure. Il cite carrément les directives du président Tebboune qui imposent de nouvelles conditions souveraines aux pays étrangers. Le vocabulaire est vraiment lourd de sens. On ne parle plus du tout de termes contractuels ou de prix du marché. Non, le mot-clé, c'est souveraineté. Ensuite, le texte relaie les déclarations du ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, et il affirme que l'Algérie est désormais un numéro difficile à contourner dans l'équation énergétique mondiale. Et il faut bien s'arrêter sur cette expression parce que, elle explique tout le mécanisme de cette nouvelle doctrine. Pourquoi l'Algérie se sent-elle, je cite, difficile à contourner? J'imagine que la géographie y est pour beaucoup. Tout à fait. Le texte s'appuie implicitement sur la géographie et sur l'actualité brûlante. Avec la redéfinition des flux énergétiques mondiaux, la proximité de l'Algérie avec l'Europe et surtout ses infrastructures qui existent déjà, ça lui confère un effet de levier mais massif. Ouais, parce que construire de nouveaux gazoducs, ça ne se fait pas en un week-end. C'est clair. Le pays sait très bien que les alternatives à court et moyen terme pour ses clients sont soit technologiquement super complexes, soit financièrement exorbitantes. Donc ils ont une carte maîtresse. Exactement. C'est cette conscience intime d'être une artère vitale qui leur permet de dicter ces fameuses conditions souveraines. Mais cette doctrine politique, aussi forte soit-elle, elle ne tiendrait pas une seule seconde sans un bras armé industriel robuste. Et c'est là qu'entre en jeu la Sonatrach, le géant pétrolier national. La cheville ouvrière de tout ce plan. C'est ça. Et ce qui m'a vraiment frappé dans la source, c'est la manière dont ce groupe est présenté. Ce n'est pas, qu'une simple entreprise d'extraction qui fore et qui vend. Non, c'est présenté comme un partenaire global. Voilà, le texte l'a décrit comme la cheville ouvrière prête à accompagner les partenaires étrangers du tout début du processus, genre dès le retrait du cahier des charges jusqu'à la signature finale et l'exploitation sur le terrain. En promettant un partage des risques et tout. Ouais, une maximisation de la valeur ajoutée. Ça a l'air presque trop beau pour un investisseur. Sauf que, et c'est le gros bémol à cet accompagnement industriel de pointe, cette offre vraiment sur mesure, elle a un prix qui n'est absolument pas libellé en dollars ou en euros. Le fameux ticket d'entrée du club. C'est ça. Le texte est hyper explicite. Tout ce déploiement technique et commercial est strictement conditionné au partage d'une, je cite les mots exacts, vision future claire. Une vision future claire. Et c'est là que la mécanique devient complexe. On ne parle pas du tout d'une vision claire sur, la transition écologique ou les rendements financiers. Ah non. C'est une vision géopolitique alignée qu'ils exigent. Exactement.
Pour reprendre une image technologique, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme si le gaz n'était plus seulement le matériel, le hardware, Ouais, la ressource brute. mais qu'il venait désormais avec un software obligatoire, un système d'exploitation politique. Si un État client refuse d'installer le même système d'exploitation diplomatique que l'Algérie, le matériel refuse tout simplement de fonctionner. On ne livre plus. C'est une super métaphore, ça illustre parfaitement la situation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Le document parle d'une interdiction stricte de, encore une citation, jouer sur les deux cordes. Ah oui, l'expression est forte. Très clair. En gros, on ne peut pas signer des méga-contrats gaziers à Alger le lundi et prendre des positions diplomatiques contraires aux intérêts algériens le mardi. Mais je dois admettre que cela me semble être un pari incroyablement risqué, non? Risqué dans quel sens? Imposer un alignement politique total à des partenaires purement économiques, n'est-ce pas le meilleur moyen de les faire fuir vers d'autres marchés? Vers des producteurs qui franchement se fichent pas mal des résolutions de l'ONU ou des alliances régionales tant que la facture est payée à la fin du mois? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'auteur de ce texte balaye complètement l'idée même de ce risque. La posture qui est décrite dans le document, c'est vraiment celle d'une nation qui a fait ses calculs. Ils sont sûrs de leur coût. Complètement. Comment ça fonctionne, ce refus de jouer sur les deux cordes en pratique? Eh bien, ça se traduit par une paralysie délibérée des négociations. Genre, ils font traîner les choses? C'est ça. Si un pays européen montre, disons, des ambiguïtés sur des dossiers régionaux jugés vitaux par l'Algérie, les discussions sur le renouvellement des contrats d'approvisionnement ou l'extension des capacités s'enlisent mystérieusement. Où les conditions deviennent soudainement prohibitives. Exactement. La source est convaincue de l'inélasticité de la demande européenne. C'est-à-dire qu'ils ont tellement besoin d'énergie qu'ils n'ont pas le choix. Et l'idée centrale, c'est que la faim énergétique de l'Europe et de l'Amérique est tellement pressante qu'ils finiront par plier. Qu'ils vont ajuster leur diplomatie plutôt que de voir leurs usines s'arrêter de tourner ou leurs factures exploser. C'est vraiment un rapport de force brute. Un rapport de force qui nous oblige, du coup, à regarder la carte géographique. Car pour saisir vraiment pourquoi un État prend le risque d'utiliser son économie comme une arme aussi contondante, il faut comprendre les menaces qu'il perçoit à ses frontières. Tout à fait. Et la source que nous examinons aujourd'hui consacre une partie majeure à la toile de fond géopolitique régionale. Et franchement, c'est âpre. Et c'est là qu'il faut vraiment faire une pause et bien garder en tête que nous naviguons à travers la rhétorique très spécifique de notre source. On insiste là-dessus pour ceux qui nous écoutent, on rapporte leurs mots. C'est important de le préciser, on reste totalement neutre. Voilà. L'auteur ne fait pas dans la diplomatie. Il divise clairement le monde en deux camps étanches et antagonistes. Selon sa propre grille de lecture, on a d'un côté l'Algérie, qui s'auto-définit comme une force calme et confiante, un rempart de stabilité attaché à des principes souverainistes inflexibles. Et de l'autre côté, le texte pointe du doigt ce qu'il nomme l'axe de normalisation. Ouais, un terme très connoté. Absolument. L'auteur désigne explicitement Rabat et ses alliés. Le document les accuse de se livrer à des tentatives désespérées dans la région. Oui, et le texte va même très loin. Dans la mécanique de l'accusation, il affirme carrément que cet axe chercherait à introduire l'entité sioniste dans la région très sensible du Sahel. Le terme entité sioniste étant celui du texte, évidemment. Bien sûr. Et c'est crucial de comprendre comment ce document articule cette idée. Pour l'auteur, il ne s'agit pas juste d'une simple divergence d'opinion sur la scène internationale, tu vois. C'est perçu comme une menace directe. La source théorise cette présence au Sahel comme une tentative d'encerclement, une véritable manœuvre de déstabilisation militaire et sécuritaire directement aux portes du sud algérien. Ce qui, d'un seul coup, explique la radicalité de la doctrine énergétique qu'on a vue avant. Si un pays considère qu'on tente de l'encercler militairement, il ne va pas continuer à vendre gentiment son gaz à ceux qui soutiennent, même de loin, ceux qu'il perçoit comme ses encercleurs. C'est d'une logique implacable, de leur point de vue. Le texte précise d'ailleurs que l'ouverture économique de l'Algérie cible uniquement les grandes puissances prêtes à respecter les fameuses règles du jeu. Et pour mesurer la dureté de ces nouvelles règles, il faut regarder le sort que le texte réserve à ceux qui s'y opposent. C'est assez glaçant. Qu'est-ce qu'il risque, du coup ? La source parle de reléguer les conspirateurs, encore une fois, c'est leur mot, dans un isolement économique étouffant. Et ça se matérialise comment, concrètement, cet isolement ? Selon cette doctrine, il s'agit de fermer systématiquement les robinets, de bloquer les espaces aériens, d'interdire l'accès aux infrastructures de transit. Waouh ! Ouais, et globalement de priver les économies rivales de l'énergie à bas coût qui serait nécessaire à leur propre industrialisation. En fait, l'énergie devient littéralement un outil de strangulation. Voici où ça devient vraiment intéressant.
L'exemple le plus frappant dans le document concerne les infrastructures physiques elles-mêmes. Le texte mentionne l'échec de ce qu'il appelle les projets fictifs de gazoducs transsahariens. Ouais, des projets promus, selon les termes de l'auteur, par le Magzen. C'est un exemple parfait de la bataille des narratifs, non ? Pourquoi la source qualifie-t-elle ces projets de fictifs ? L'argumentaire sous-jacent du document, c'est que pour construire un gazoduc géant à travers le désert du Sahara, il ne suffit pas de dessiner une belle ligne sur une carte ou d'avoir décroché des financements occidentaux. C'est un peu plus compliqué que ça sur le terrain. Exactement. Il faut une maîtrise territoriale absolue, il faut une sécurité infaillible pour protéger les tuyaux, et surtout, un alignement politique profond entre tous les pays traversés par le gazoduc. Le texte avance justement que ces conditions sont totalement inexistantes pour l'axe concurrent, ce qui rend ces projets techniquement et géopolitiquement absurdes, selon eux. Et ça leur permet de valoriser leurs propres installations, du coup. Tout à fait, ça confirme, par contraste, la réalité incontournable des infrastructures algériennes qui, elles, sont déjà fonctionnelles et sécurisées. Quand on analyse la mécanique de ces blocages et de ces exigences, on réalise que le contrat de vente d'hydrocarbures a muté, complètement muté. Ce n'est plus juste un bout de papier avec des chiffres. On pourrait dire qu'il agit désormais comme un gigantesque bouclier géopolitique pour l'Algérie. Ouais, En forçant un pays européen à s'aligner sur ses positions concernant le Sahel ou le monde arabe, juste pour obtenir du gaz, l'Algérie s'assure que cet État client va de facto protéger les intérêts algériens dans les instances internationaux. c'est très habile. Le client devient un défenseur par obligation, tu vois. Un bouclier, oui, c'est sûr. Mais avec une dimension offensive très claire aussi. Ce n'est pas qu'une posture défensive pour protéger ses frontières. Si on relie ça à une vision plus globale du document, on voit bien que la doctrine énoncée cherche à étendre une véritable sphère d'influence. Ils veulent peser plus lourd sur la scène mondiale. Absolument. Le texte affirme haut et fort que l'Algérie ne cherche plus de simples clients. En fait, le terme client est d'ailleurs presque devenu péjoratif dans ce contexte. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'il sous-entend une relation purement mercenaire, tu vois, une relation sans âme, juste basée sur le profit. Ce que la source exige désormais, ce sont, je cite, de vrais alliés et des partenaires réalistes. Et le critère pour devenir ce vrai allié Le critère absolu pour obtenir ce statut VIP, c'est de placer la souveraineté des pays arabes et africains comme préalable absolu à tout échange commercial. Ce qui nous amène à une réalité assez brutale pour les multinationales de l'énergie. Elles qui, historiquement, adorent naviguer dans la zone grise de la neutralité commerciale. Ah oui, le fameux business is business. Voilà, elles se retrouvent au sommet de choisir un camp. On ne leur demande plus seulement d'évaluer la rentabilité d'un gisement ou la pression d'un puits de gaz, on leur demande d'avaliser une vision du monde entière. Exactement. Et pour comprendre vraiment jusqu'où va cette intransigeance, il faut analyser la métaphore qui est utilisée par l'auteur tout à la fin de son argumentaire. Laquelle ? Le document prévient que, je cite encore, « Celui qui ne possède pas la vision unifiée n'a pas sa place dans le train ascendant de l'Algérie. » Le train ascendant. C'est poétique, mais un peu menaçant. Cette image est ultra puissante parce qu'elle implique une notion de mouvement inéluctable. C'est l'histoire en marche. En gros, soit vous avez le bon ticket idéologique et vous montez à bord pour profiter de la croissance et de la sécurité énergétique. Soit vous restez sur le quai. Voilà. Vous restez sur le quai avec vos principes contraires, mais avec toutes les conséquences économiques désastreuses que ça va impliquer pour votre propre pays. L'inflation, les pénuries... C'est une remise en cause totale de tout ce qu'on nous enseigne dans les manuels d'économie. Normalement, on y apprend que l'énergie, c'est la commodité ultime, fluide, qui voyage naturellement là où la demande et les prix sont les plus hauts. La main invisible du marché, quoi. Exactement. Mais ce que ce document révèle aujourd'hui, c'est l'assassinat pur et simple du libre marché de l'énergie tel qu'on le fantasme en Occident. Le marché agnostique, aveugle à la politique, il n'existe plus. Il est mort et enterré, ouais. Il a remplacé par un marché lourdement lesté, par l'idéologie, par les rancœurs régionales aussi, et bien sûr par des exigences de sécurité nationale. Et d'ailleurs, cela soulève une question importante, une vraie réflexion qui dépasse le seul cadre de cette source algérienne pour ceux qui nous écoutent. Vers quoi on se dirige alors ? Si ce document est un indicateur des tendances à venir, essayons d'imaginer la suite 2 secondes. Si cette stratégie s'avère payante pour l'Algérie et que d'autres pays producteurs majeurs commencent à copier ce modèle. Tu penses à qui, Sam ? Je sais pas, d'autres producteurs de gaz, de pétrole, mais aussi, et c'est crucial, des pays qui contrôlent des minerais critiques comme le lithium ou le cobalt, essentiels pour la transition énergétique.
Que se passe-t-il si tout le monde fait ça? C'est vrai que s'ils décident de faire la même chose. Si chaque puissance disposant de ressources naturelles critiques se met à exiger un alignement diplomatique total, une vision unifiée avant d'autoriser l'exportation de ces richesses, on risque de voir la mondialisation se fracturer définitivement. Un morcellement total. On n'aurait plus un marché global où tout le monde échange avec tout le monde. On aurait un archipel de blocs idéologiques étanches, où le commerce ne serait possible qu'entre nations qui partagent exactement le même logiciel politique et les mêmes ennemis. C'est une perspective qui donne carrément le vertige et qui transforme en fait chaque pipeline, chaque terminal méthanier en une véritable ligne de front diplomatique. C'est exactement ça. Pour en revenir à notre point de départ, ce fameux club privé de l'énergie dont on parlait tout à l'heure, il semblerait que le videur à l'entrée ne se contente plus du tout de vérifier si les futurs clients ont les fonds nécessaires ou s'ils sont bien habillés. Ah non, le contrôle a changé de nature. Désormais, avant même de frôler le cordon de velours pour rentrer, il exige de scruter l'âme géopolitique des nations. Leurs alliances passées, leurs amitiés régionales et même leur vote récent à l'ONU. Une sélection d'une brutalité assumée. Une sélection qui risque de laisser de nombreuses économies sur le trottoir et de redéfinir fondamentalement les règles de la diplomatie mondiale pour les décennies à venir. C'est sur cette réflexion qu'on va clore notre analyse du jour. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration complexe et on se retrouve très vite pour décortiquer de nouveaux sujets.